Aujourd'hui, épisode 3 du Dico du drone. On continue cette fois avec les composants qui constituent nos machines. On va les détailler une par une pour essayer de vous les faire comprendre tous les termes spécifiques. C'est bien sûr la série du Dico du drone. Les autres épisodes, je vous les conseille à fond d'aller les voir. C'est tout pour cette introduction qui est trop longue, je sais. Non, j'en sais rien. Vous me direz en commentaire. Hein? Tout ça, c'est beau. C'est après le générique, claqué au sol comme d'habitude. Faut que je le change, je suis en train de le faire. Alors, qu'est-ce qui compose nos drones? Aujourd'hui, c'est le sujet de cette vidéo. On va commencer déjà par un terme qui les caractérise au niveau de leur... quand vous les achetez. C'est pas au niveau de leur composition, mais c'est au niveau... Enfin, si, ça rejoint un petit peu la composition. C'est... Vous avez sûrement déjà entendu les RTF, BNF et ARF. Donc tout ça c'est de l'anglais parce que bah voilà, l'anglais est la langue universelle, j'en sais rien. Donc BNF ça veut dire Bind and Fly. En résumé vous avez tout dedans, y compris récepteur, radiocommande. Si vous n'avez pas vu ce que c'est un récepteur radiocommande ou un RX, je vous conseille d'aller regarder la vidéo qui s'affiche là, je dirais, normalement. Ouais non, là, ouais là. Ah, il faut que, voilà, hein. Débute. Donc BNF, donc là vous avez juste à appuyer sur un petit bouton à faire à binder, à appairer avec la radiocommande. Ça aussi, regardez l'épisode spécifique des radiocommandes, épisode 2 du Dico du drone. Je fais ma petite pub. Hein. Ensuite ARF c'est Almost Ready to Fly. Ça c'est en résumé que vous avez besoin de faire 2 ou 3 petits paramétrages selon commande, mettre un récepteur dedans, je me souviens plus trop comment, mais bref, vous pouvez pas directement voler. RTF c'est Ready to Fly, donc là vous avez tout dans la boîte, normalement, donc c'est-à-dire radiocommande, drone. Des fois selon comment ils mettent aussi le mast pour que ce soit vraiment complètement Ready to Fly. Ensuite vous avez justement les PNP, les Plug and Play. Donc là vous avez tout, le seul truc qui vous manque c'est un récepteur, ce qui est... à l'intérieur, enfin je vous montre. En gros un récepteur c'est ça c'est un foutabat, il est énorme, mais c'est ça reçoit les ondes de la radiocommande. Et encore une fois, regardez l'épisode 2 du Dico du drone. Donc le PNP, vous avez à souder le récepteur sur l'AFC, vous allez voir dans cette vidéo ce que c'est une FC, et ensuite binder comme un BNF. Voilà, ça c'était la petite mise en bouche, on dira. Qu'est-ce qui compose nos drones? Alors on va commencer en détaillant tous les éléments les uns après les autres. Vous avez dedans ce qu'on appelle un buzzer. Donc si je vous montre ici dedans. Alors bon là j'ai l'hélice. Voilà, c'est ce truc là. Si je vous montre du autre côté, là derrière, on voit pas très bien. Allez, fais la mise au point là-dessus toi. Voilà. C'est un petit composant donc, qui est là derrière, c'est pas le résident. Alors un buzzer c'est très pratique, ça permet d'émettre du bruit, du son, ça permet principalement de retrouver le drone mais aussi de pouvoir faire des petites musiques sympas avec les ESC. Petit aparté, voici l'exemple de bruit qu'on peut faire. Qui peut être très sympathique. Bon ça c'est un petit peu plus gadget mais vraiment pour retrouver le drone c'est sympa. Et vous en avez une certaine catégorie qui s'appelle les buzzers autonomes. Alors eux, l'avantage c'est qu'ils ont une petite batterie intégrée, et si par hasard votre batterie principale du drone se déconnecte, avec un crash ou je ne sais d'autre, c'est la batterie du buzzer autonome qui va prendre le relais et ça bip pendant 5 ou 6 heures, et c'est ce que j'ai sur le 5 pouces, et c'est ce que je risque d'avoir aussi sur le 7 pouces, que je suis en train de recevoir les pièces que je vais pas tarder à commencer à monter. Et donc justement ouais, ça permet de pouvoir retrouver son drone même après 2-3 heures que vous avez craché quoi. Si vous l'avez craché en face de la montagne, le temps que vous montez et tout, ça fait loin. Bref. Ensuite on va parler, je dirais, du point le plus important. C'est bien sûr les moteurs. Donc si je vous montre là ici sur le petit twig, s'il me fait le focus un jour ou l'autre, voilà. Donc là ici ce sont des Beta FPV 1404 3800 kV par exemple. Si je vous montre ici sur le 5 inch, comme on dit, le 5 pouces, mais ça on va voir aussi ce que c'est 5 pouces. Voilà, alors là ce sont des IMAX Echo, voilà, IMAX qui sont caractérisés par le premier chiffre ici, les 2306, et c'est marqué, je sais plus trop, ah là, ici au fond, normalement, voilà, 2400 kV. Alors qu'est-ce que ça veut dire tous ces petits chiffres? Je vais vous montrer encore un dernier moteur. C'est les moteurs que j'ai commencé à recevoir pour le 7 pouces, le fameux 7 pouces. Hop, voilà. Encore des IMAX, ouais, je commence à faire de la pub pour IMAX. Donc ceux-là, ce sont des IMAX Echo 2, donc c'est les mêmes qu'avant, sauf que c'est la version 2, malgré qu'ils sont plus trop les mêmes, en fait, ils sont un peu plus jolis, hein, je trouve. Bref, on n'est pas là pour faire de l'esthétique. Et eux, ce sont des 2807
qui sont en 1300 kV. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tous ces chiffres barbares compliqués? Les kV, c'est au niveau de la puissance et aussi de la consommation. Plus vous avez de kV, plus vous aurez des moteurs qui ont de la batate. Le seul problème, c'est que plus vous avez des moteurs qui ont des kV, oui, vous aurez de la puissance, mais le problème, ce sera, vous aurez beaucoup de consommation. Donc, le but, c'est de tester un petit peu. Après, il y en a certains qui peuvent aussi faire des calculs, c'est un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, je vais rester simple. Je vais vous conseiller de prendre des moteurs qui sont puissants, mais qui ne consomment pas trop. C'est le bon rapport poids-puissance. Voilà. Le bon rapport, justement, efficience et consommation, quoi. Et c'est ça qu'il faut trouver, parce que si tu as un quad qui dure 1 minute 30 de vol, qui a une super patate, c'est pas pratique. Même chose si tu as un quad qui est mou ou du slip et puis qui fait 7 minutes de vol, oui, c'est sympa. Enfin, en gros, non, ça dépend. Ça peut être un drone pour du long range, mais si c'est un 2 pouces, je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc ça, c'était le premier chiffre. Et après, vous avez dessus, en général, 2 chiffres qui suivent. Donc si je vous remonte sur le Twig ici, 1404. Voilà. 1404, c'est quoi? C'est la taille. Hop, si je vais remettre ça là-bas. Pouf. Et hop, je vais réparer. Je disais donc c'est la taille. Donc 14 c'est pour, pas que je me trompe, c'est pour la taille en diamètre, au niveau du diamètre du moteur. Et 0,4 c'est pour la hauteur du moteur. Donc là, sur ceci, ces moteurs font 1,4 cm de diamètre et ont 0,4 cm de hauteur. Voilà, c'est pas compliqué, mais encore une fois, faut le savoir, faut l'apprendre. Et c'est le but de ces vidéos. Ensuite, sachez au niveau, si vous cherchez un petit peu les moteurs comme ça, au niveau batterie, en général, on conseille des 4S pour, je dirais, 2400-2600 kV, des 6S pour du 1700, 2100, 2000 kV, et puis ça c'est pour du 5 pouces en général. Donc là, vous avez beaucoup d'informations, je vais préciser ensuite ce que c'est 4S et puis les 7 pouces, etc. Donc si on commence par rapport avec la taille de nos drones, donc ça justement c'est un 5 pouces, c'est la taille standard justement, parce que ça permet de faire du long range, une bonne distance, ça a une bonne puissance, ça peut passer un peu partout, c'est pas énorme non plus. Ensuite vous avez là un plus petit exemple, ça c'est un Twig qui mesure justement 3 pouces, c'est un 3 pouces, voilà. Et ça c'est un peu spécial, c'est un 2 pouces et demi. Et ça, sauf erreur, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est un 1 pouce, voilà. On appelle ça un Tiny Whoop. Encore une fois, si vous voulez voir la review de cette petite bête là, qui est super sympa, le Mobula 6, elle est là-haut, j'en ai fait une, ouais, j'ai fait une battle de 3 mini drones. Voilà. Donc ça, c'était tout au niveau des tailles. Sachez que, en quoi ça les caractérise, mis à part la taille d'anthrax entre les moteurs. L'anthrax, c'est la distance entre les moteurs. Donc là, vous avez un anthrax là à là, si je montre là à là, voilà. Ça sert aussi à les caractériser par rapport aux tailles des hélices. Donc là où justement vous aurez des hélices 2 pouces et demi. Donc les premiers chiffres qui sont sur l'hélice ce seront 2 et 5. Là vu que c'est un 3 pouces ce sera 3, 0. Si je dis pas de bêtises, hein, le gars qui est sûr, mais non, c'est 3, 0. Et là c'est des hélices en 5, 0. Bon là c'est des 51 mais ça passe quand même. Ça c'était tout. Sachez qu'il y a aussi des plus gros drones avec des 7 pouces par exemple, ça c'est plus pour long range, malgré qu'il y en a certains qui font de la race avec, ou qui font même du freestyle. Voilà, chacun ses envies. Il y a aussi du 8 pouces avec par exemple les Cinelifters, c'est des gros drones qui peuvent prendre une caméra comme celle avec laquelle je filme la principale. C'est une caméra qui fait quand même 700 grammes, donc c'est un gros bébé quoi, puis c'est aussi pas la même gamme de prix. Voilà, mais il y a encore des 13 pouces ou des gros machins, mais après ça devient énorme et très cher. Voilà, sachez qu'avec ça, vous pouvez déjà largement vous faire plaisir. Ensuite, au niveau des drones, il y a des catégories, donc je ne vais pas toutes les faire. Comme je disais avant, il y avait les Cinelifters, je vous ai expliqué brièvement. Ça, c'est ce qu'on appelle un Tiny Whoop, donc en gros, c'est très fun pour faire dans l'appartement en général en intérieur, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle un Cine Whoop, c'est une adaptation d'un 5 pouces en plus petit, je dirais, qui permet de faire des mouvements très très smooth. La smoothitude, comme on dit, c'est le fait de pouvoir être très souple au niveau de faire des mouvements très jolis, enfin bien comme du beurre quoi en fait. Pas que ce soit brusque et violent, soit vraiment très souple, ample, avec une grande possibilité de virage agréable à l'œil. Parce qu'en général sur un Cine Whoop on met une GoPro dessus pour avoir des belles images. Ça oui j'ai oublié de vous dire, c'est un Protec 25,
un jour, quand j'aurai le temps, je sais pas, dans 10 ans, non, je ferai une vidéo dessus, sûrement. Mais pour le moment, sachez que j'en suis vraiment très content. Il y a quelques points négatifs, mais j'en suis content. Ça, c'est un Twig de chez Beta FPV. C'est un drone plutôt typé race parce qu'il a un châssis en X. Voilà, ça c'est un châssis en bus. Oh là, c'est beaucoup trop gros. En bus parce que vous avez un long truc ici au milieu pour mettre tout votre matos dedans. Donc il est plutôt typé race le Twig, je disais, mais vous pouvez très bien faire du freestyle. Moi je m'en sers plus en freestyle malgré que je fais un petit peu de race avec. C'est très sympa. Voilà, et vous avez les drones classiques, les 5 pouces qui eux sont appelés les 5 pouces quoi. Ouais, les Cinelifters par exemple, je vous ai déjà expliqué, c'est des gros drones pour faire des belles images, mais ça c'est vraiment pour la cinématique mais à un haut level quoi. Vraiment une GoPro pour moi pour le moment ça fait largement le taf quoi. Ensuite on va passer aux deux composants, je dirais aussi très complémentaires avec les moteurs, très importants, ce qu'on appelle la FC et les ESC. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'anglais encore une fois, FC pour Flight Controller et ESC pour Electronic Speed Controller. Tout ça c'est beau, ça nous dit quoi? La FC en résumé c'est votre cerveau de votre drone et les ESC c'est gérer la moelle épinière. Donc en résumé c'est très important. Donc si je fais le petit point là-dessus, hop, voilà. Alors donc ici celle-là, ça c'est la FC et là en bas dessous c'est les ESC. Voilà. En dessus c'est autre chose, je vous explique après. Donc sur les ESC, on soude tous les câbles moteurs. Donc par moteur il y en a 3 des câbles. Donc ce qui fait qu'à la fin vous avez 3 x 4, 12 câbles moteurs qui sont soudés sous l'ESC. Sur l'ESC, vous soudez quoi aussi? Vous soudez les câbles d'alimentation. Donc ici aussi, voilà, ça c'est la prise d'alimentation. On la voit pas. Je vais vous montrer sur le... Voilà, ça c'est la prise d'alimentation qui est directement soudée sur les ESC qui sont à l'intérieur là. Voilà. Ensuite, les ESC sont reliés directement à la FC par un petit câble. Voilà, tout ce qui est le plus normal. C'est très bien beau, très joli, c'est des petites prises qu'on branche dedans, c'est pas compliqué, il n'y a pas de soudure par exemple pour relier les ESC à la FC. Sachez qu'il y a des ESC séparés, parce que ça c'est des ESC 4 en 1. Il y en a un pour chaque moteur, donc c'est une carte qui prend les 4 ESC en un, voilà, c'est 4 in 1. Les ESC séparés c'est quoi? C'est un ESC par moteur qui est posé sur chaque bras. Ça vous libère de la place au milieu. Donc en résumé, si je monte sur le 5 pouces, moi j'aurais eu ici par exemple des ESC séparés. Et là, j'aurais eu plus de place. Mais vu qu'il y a tout qui est rentré et que j'avais la flemme de faire des ESC séparés, 4 en 1 ça va très bien. Le désavantage des 4 en 1, c'est que si vous avez un qui crame par exemple, faut changer la carte. Voilà, chacun ses propres avis. Ensuite, si je continue, la FC, dessus vous soudez pratiquement tout en fait. Réfléchis, tout. Ouais, tout. Tout ce que je vais dire ensuite, les moteurs, c'est le seul truc qui n'est pas soudé dessus, mais buzzer, caméra FPV, VTX, le récepteur TX, ouais, vous soudez tout dessus. GPS aussi. Donc ensuite, si on passe aux éléments qu'on soude sur la FC, il y a bien sûr la caméra FPV. Alors, si je vous montre ici, voilà, il me fait pas le focus, c'est sympa, voilà. Donc ça, c'est une Foxy Falcor 2, sauf erreur, oui, c'est une 2. Donc c'est une caméra dite FPV, parce que dessus, vous mettez une caméra HD, par exemple, sur votre drone. Donc là, par exemple, j'ai le support pour mettre la GoPro. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la caméra FPV, c'est celle avec laquelle vous voyez dans les lunettes. Voilà. Il y en a pour tous les budgets, il y a pour toutes les tailles, je veux dire, voilà, vous avez différentes tailles standards, vous avez full size, mini, micro, nano, donc il ne faut pas se tromper parce qu'il y a des châssis qui prennent que du micro, donc si vous prenez du full size, ce sera trop grand, après il y en a certaines qui ont des adaptateurs, donc en résumé, vérifiez bien parce que ça peut vite prêter à confusion, et c'est dommage de commander une caméra pour rien, quoi, je veux dire, oui, vous pouvez la revendre après, mais c'est pas pratique. Ensuite, si on passe après à un deuxième élément encore aussi très important, qu'on appelle le VTX. J'en ai un là, ça c'était celui que j'avais avant sur le 5 pouces et il me fait pas le focus, oui, voilà. Donc ça c'est un TX805 de chez Chine. Voilà, les Chinois, hein. Ça reste pas cher, donc et franchement ça fait bien le taf, hein, pour le prix, c'est pas mal. Donc voilà, vous avez plein de petits câbles, je les ai pas tous utilisés, hein. Par exemple les deux là, sauf erreur, je les ai pas utilisés, voilà.
Donc ça se soude aussi sur la FC. C'est quoi le VTX? C'est le Video Transmitter. Donc dessus vous mettez une antenne que je mets là. Cette antenne là donc hein. Et que vous branchez là-dessus. Ça c'est une prise qu'on appelle MMCX. Voilà. Donc il y a un adaptateur MMCX vers SMA, RPSMA, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est RPSMA, SMA, je vous invite encore une fois à regarder la vidéo. Je l'ai déjà mise en fiche donc je ne vais pas refaire, mais celle qui concerne le dico du drone épisode 1 sur les lunettes, etc. Là je fais le descriptif de qu'est-ce que c'est RPSMA, SMA, mâle, femelle, etc. Voilà. Ça c'est bon. Oui, comme je passe vite là sur le sujet des antennes, vous avez deux antennes sur nos drones. Vous avez l'antenne, comme je vous ai montré avant, du VTX. Donc là, ici, ça c'est l'antenne du VTX. C'est une antenne directement soudée sur le VTX là. Mais vous avez aussi l'antenne ici dessous. Ça c'est l'antenne du RX, du récepteur. Là, vous avez aussi des antennes. Ça c'est un RX. Donc en général, vous avez deux antennes. Et pour les antennes du RX cette fois, vous pouvez aussi les changer. Si je prends l'exemple avec encore une fois TBS. Alors eux ils ont des récepteurs en général c'est pour faire quand même du mid-range, long-range, bonne distance. Et eux ils ont développé les antennes ultra stylées qui s'appellent les Immortal T. Parce que c'est en forme de T, voilà. C'est censé améliorer la réception parce que sur la Tango 2, vous avez aussi une antenne plus ou moins comme ça. Donc en général, la réception est meilleure quand c'est perpendiculaire, quand c'est parallèle, gna 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 gna. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais sachez qu'on peut aussi changer les antennes sur certains RX, pas sur tous, sur certains c'est fixe. Mais sur les TBS, si vous le coupez, c'est sympa, vous pouvez le changer. Vous n'êtes pas obligé de changer le récepteur. Voilà. Maintenant, si je continue, donc TX. Ça, j'ai déjà expliqué un petit peu. J'ai pas encore développé un point sur le TX. Le transmitter, c'est qu'il peut être interne à la FC. Donc on appelle ça un SPI RX. Sous Betaflight, vous avez un onglet qui s'appelle RX. Et si vous descendez sur le petit menu déroulant, vous avez SPI RX. Donc ça, c'est le RX qui est interne à la FC. Vous n'avez pas de composant à souder à l'extérieur vu qu'il est directement dans la FC. C'est le cas justement avec le Mobile A6. Donc là, vous avez l'antenne du VTX, le petit truc en cuivre. Et ça, c'est l'antenne du RX. Et le RX, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule carte dans le Mobile A6. L'AFC, ça c'est encore une carte spéciale parce que c'est une AFC IO, mais je finis d'abord. Donc là, vous avez le récepteur qui est interne. Donc vous n'avez pas besoin de tuter, c'est pratique. Le problème, c'est que vous n'avez pas une portée énorme avec les SPI RX. Voilà, en général, je dirais c'est 30 mètres maximum. D'accord, j'ai des trucs qui tombent dans mon plan, c'est génial. Voilà, et je disais, il y a encore des FC spéciales qui s'appellent des FC IO pour All-in-One. Et ça, c'est quoi? C'est une FC où il y a dedans, il y a l'AFC bien sûr, il y a les ESC, il y a aussi le SPI RX. Et des fois, il y a aussi justement le VTX comme dans celle-ci. Donc ça, c'est une FC IO. Il y a tout dedans, vous soudez juste les moteurs, la cam. Et c'est tout. Voilà, direct. Bon, je l'ai balancé. Désolé, petit. Voilà. Tout ça pour dire qu'une IO, c'est bien. Mais encore une fois, c'est comme les ESC 4 en 1. Si vous avez n'importe quoi qui crame dedans, ça peut être le VTX, la FC en elle-même, les ESC, il faut changer tout. Vous pouvez pas dessouder les petits composants à l'intérieur, les petits processeurs ou j'en sais rien. C'est beaucoup trop compliqué. Voilà, on arrive au bout avec ce qu'on appelle aussi la FRAM. Ça, c'est... Petit index chez Culture FPV, la FRAM. Si vous connaissez pas Culture FPV, abonnez-vous. De toute façon, ils ont plus d'abonnés que moi, mais normalement, si vous regardez ces vidéos, vous connaissez Culture. Mais en gros, ils ont ce délire avec la FRAM au lieu de la frame. Bref, la FRAM, c'est le châssis en français. C'est une plaque en carbone en général. Donc là, c'est une plaque entière. Là ici sur le Twig, non pas sur le Twig, sur le Protec, vous avez aussi une frame. Après c'est un petit peu hybride parce qu'il y a aussi le dessus qui est en carbone, mais là c'est des bras en plastique. Et là sur le 5 pouces par contre j'ai tout en carbone. J'ai les bras, oh purée c'est gros ça quand même. Hein. Voilà, j'ai les bras, j'ai l'endroit pour stocker la cam, la top plate, etc. Donc sur une frame vous avez quoi en général? Vous avez une bottom plate. Donc ça, c'est la bottom plate, bottom en bas. Vous avez des bras, vous pouvez changer, ça c'est pratique. Essayez de prendre une frame, vous pouvez changer les bras, trouver des bras facilement.
Ensuite, vous avez quoi? Vous avez les camplates. Les camplates, c'est quoi? C'est les petites parties en carbone qui servent à visser sur les deux côtés la caméra FPV. C'est ce qu'on appelle la camplate. Et vous avez la top plate, qui est la plate qui referme le tout dessus. Voilà, donc celle-ci qui fait toute la longueur ici, qui est dessus, c'est la top, qui est au top, qui est au sommet. Voilà. Si vous faites un petit peu d'anglais, c'est vrai, vous verrez que les drones, c'est pas très compliqué, on s'y retrouve assez rapidement. Ça, c'était pour la frame. Ensuite, sachez que c'est caractérisé, tous ces drones, par des vis, différentes tailles de vis, M2, M3, M4, M5, M6, voilà. Donc ça, je vous laisserai vous renseigner, mais sachez que si vous prenez des vis M6 pour mettre dans du M2, bah, ça va pas rentrer, c'est trop gros. Donc renseignez-vous un petit peu. Moi, je prends un petit set de vis où il y a tout dedans, et puis basta. Ensuite, élément très très important dans nos drones, c'est les LiPo, les batteries, les lithium polymères. Je ne vais pas faire un cours dessus, mais sachez qu'il en existe de différentes tailles. Ça, c'est une 4S, c'est une 5S. Les S, ça veut dire quoi? C'est le nombre de cellules. Si vous prenez une batterie avec 6S par exemple, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel moteur dessus. J'en ferai, je pense, une vidéo plus ou moins dédiée, parce que là, je commence à être long, très long. Je vais essayer de finir assez rapidement. Mais ma foi, je trouvais important d'en parler. Dessus, sur les drones, vous avez quoi encore? Vous avez les hélices. Donc ça, je vous ai déjà dit que c'est caractérisé par 4 chiffres, un peu comme les moteurs. Donc là, ici, j'ai plus de trucs, mais c'est des... Ouais, je sais plus lisible. Bref, sur le 5 pouces ici, j'ai des 51-43 par exemple. Donc 51, c'est la taille de l'hélice, et 43, ça concerne le pas. Donc si vous avez un pas d'hélice qui est fortement incliné, qui est à plat ou fortement, ça dépend de votre type de vol. Si c'est fortement incliné, c'est plus typé race, parce que vous aurez beaucoup de patates très rapidement, par contre ça consomme un peu plus. Et si vous avez des hélices plutôt à plat, là c'est plutôt typé freestyle ou long range pour essayer de consommer un petit peu moins. Après ça dépend de votre feeling en vol. Sur le drone, tout est question de feeling. Et enfin je termine avec un autre élément que beaucoup de gens ne trouvent pas important, mais qui mine de rien peut vous sauver un quad. C'est, avant que je finisse avec ça, c'est le GPS. Ce GPS, c'est quoi? C'est comme un GPS sur votre voiture en résumé. Ça permet de garder les coordonnées GPS sur un satellite, et après, en général plusieurs, et après, si vous appuyez sur un bouton, il revient, puis il rentre à la home, à la maison, et ça on appelle un RTH, Return to Home. C'est en résumé qu'il a capté votre position de départ, du coup il revient, il monte de 20 mètres, ça vous pouvez le paramétrer sur Betaflight, et il se repose au même endroit qu'au début. C'est très pratique, c'est sympa. Et ça peut vous sauver surtout un quad. Ça vous met les coordonnées GPS dans l'OSD, et l'OSD c'est pour le Dico du drone épisode 1, donc allez voir. Hein. Je fais pas pub, mais le but c'est vraiment d'être complet. Bref. Et ça peut vous sauver un quad, parce que si vous avez les coordonnées GPS, vous pouvez les mettre sur Google Maps. Et avec Maps, vous pourrez avoir une zone de recherche de, je dirais, 10-15 mètres. C'est déjà pas mal, quoi. Que, oh, là-bas, c'est dans la forêt. Bref, et enfin, un dernier petit composant qui est très sympa pour l'électronique, qui permet de... Ouais, je dirais de faire des économies, ça vous sauvegarde votre quad. On appelle ça un condensateur. Je vais pas faire un cours dessus. Au collège, j'ai eu quelques cours de physique, on en a parlé aussi du condensateur, mais en résumé, ça permet de stocker l'électricité pendant un certain petit court instant. Et en résumé, ça assainit l'électronique de votre quad. Je vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais prenez-en un pour votre quad. Un par quad, c'est vraiment le minimum. Là, j'en ai pris 2 parce que c'est pour le 7 pouces, il en faut 2. Et c'est caractérisé par 2 chiffres. La tension maximum qu'il supporte, donc là, c'est du 35 volts. Nos batteries 6S, ça monte jusqu'à 22 et quelques, donc ça c'est bon, 35 ça suffit. Et après UF, là, micro, ça c'est le signe de microfarad. Là il y en a 1000, et avec 1000 t'es tranquille sur à peu près tout et n'importe quoi. Mais sachez que ça, mettre ça là-dedans, dans ce truc là, c'est énorme. Donc voilà, il faut mieux proportionner, mais faites gaffe à la tension. Et je dirais un 500 microfarad, ça suffit pour à peu près tout et n'importe quoi. Jusqu'au 3 pouces, je dirais 3-4 pouces. Pour un 5 pouces, partez sur du 1000. Ça vous prendra un petit peu de place, mais partez sur du 1000. Et petit conseil pour la soudure, essayez de le souder le plus proche. C'est-à-dire, si je vous remonte là-dedans, prenez pas les câbles hyper longs, parce que c'est moins efficace, d'après ce qu'on dit. Hein. Je dis ça, c'est tout. Voilà, c'était un épisode qui était dense. Je sais, ça va être très long à monter. J'en ai pour une vingtaine de minutes.
Mais en attendant, je souhaitais être complet, comme ça vous avez tous les principaux éléments. Si vous êtes débutant, bah, c'est vraiment le but de cette chaîne, malgré que je vais aussi poster d'autres trucs. C'était tout pour aujourd'hui, c'était FPV Valley pour le Dico du drone épisode 3. On se retrouve très vite pour un épisode peut-être 4, j'avais dit normalement je vais le faire, je sais pas encore quand. Des vidéos vont suivre, il y en a pas mal que j'ai en stock là. Abonnez-vous si c'est pas fait, c'est le forçage, hein, comme d'habitude. Lâchez des petits commentaires, machin, si j'ai fait quelque chose de faux, c'est le but de parler, discuter, échanger sur cette famille du FPV, sur ce monde du FPV, sur ce hobby. Eh bien, à la prochaine!